Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction de Médien TV. Au Maroc, chaque année, un enfant sur 50 naît autiste. C'est sous ce slogan qui interpelle et qui inquiète que l'association Vaincre l'autisme a lancé sa campagne de sensibilisation cette année. Une campagne qui dure tout le mois d'avril, mais le travail de l'association, c'est tous les jours de l'année. S'occuper d'un enfant autiste, le prendre en charge, c'est une très lourde tâche. Cette maladie neurologique qui affecte le fonctionnement du cerveau et du système immunitaire et biologique altère les capacités de reconnaissance des expressions et des codes sociaux et affectifs. Dans notre pays, ce trouble touche 12 800 naissances par an, soit 35 par jour. Ils sont aujourd'hui 680 000 personnes autistes au Maroc, dont 216 000 enfants. Et pour parler de la situation des personnes autistes au Maroc, de la prise en charge de ce trouble, des moyens de le vaincre ou du moins de le diminuer, et son impact et l'isolement des enfants, de mettre en place des méthodes éducatives inclusives et des thérapies adaptées aux personnes autistes. Nous avons le plaisir de recevoir ce soir sur notre plateau Mohamed Sajidi, fondateur et président de l'association Vaincre l'autisme. Mohamed Sajidi, bonsoir et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, Mohamed Sajidi, parlez-nous d'abord de l'histoire de la naissance de l'association Vaincre l'autisme, qui ne s'appelait pas toujours Vaincre l'autisme, elle avait un autre nom au départ. Et comment et pourquoi cette association a vu le jour? Alors d'abord, cette association, elle s'appelait Léa pour Samy. Léa, c'est ma fille aînée, mais Samy, c'est mon fils qui est autiste, que j'ai créé en janvier 2001, d'ailleurs avec ma fille et ma femme, pour aider Samy, puisque nous avons découvert au bout de 10 ans dans des hôpitaux psychiatriques que Samy était autiste, contrairement à ce que les médecins nous disaient qu'il était psychotique. Et on passait le temps à culpabiliser ma femme comme c'était elle la cause des problèmes ou de la psychose de son enfant. J'ai découvert qu'il était autiste à 10 ans et demi, donc le temps de comprendre que la France avait un retard de presque 40 ans sur le sujet. Il a fallu que je trouve des solutions au niveau des États-Unis et de la Suède pour ramener des professionnels qui forment ce garçon. À partir de ce moment-là, l'association Léa pour Samy, elle a été créée en août 2022 ici, parce qu'on arrive au Maroc l'été. C'est El Jadida, le siège est à El Jadida, parce que c'est ma ville natale, hein, c'est là où il y a la famille, donc ça reste quand même une association familiale. Et du coup, je n'avais trouvé personne pour aider mon fils, même ici, pendant l'été. Donc j'avais créé aussi l'association, et à partir de 2004, on a créé le premier congrès national de l'autisme, qui a été vraiment la sortie de l'autisme de l'anonymat ici. Et après, ça a stimulé beaucoup de campagnes pendant plusieurs années, qui ont fait émerger la naissance de plusieurs associations de parents aussi qu'on a aidé former. Oui. Et alors, du coup, avec son expertise au niveau international, parce qu'il y a eu le Cameroun, la Tunisie, etc. en même temps, et plutôt les actions intensives en France, on est devenu vraiment très expert, entouré de professionnels très compétents au niveau international. Donc, on était obligé de changer le nom. Oui. Ça a été long à faire, parce que c'était les prénoms de mes enfants. Et là, elle est devenue Vaincre l'autisme depuis 2010. D'accord, donc elle existe au Maroc. Aujourd'hui, on parlera de l'école qui existe aujourd'hui à Rabat. Mais d'abord, l'autisme est un trouble qui reste malheureusement assez méconnu, même si sa prévalence est importante. Il est même parfois difficile à diagnostiquer par les spécialistes eux-mêmes, surtout au début, chez l'enfant, et encore plus difficile à accepter chez les parents, accepter que leur enfant est autiste. À quoi reconnaît-on un enfant autiste? Qu'est-ce qui doit nous alerter? Et pourquoi c'est si difficile de détecter et de diagnostiquer l'autisme? Alors tout d'abord, il faut savoir que le diagnostic de l'autisme n'est pas médical, du fait qu'il n'y a pas de marqueur biologique. Même si ça, le diagnostic est posé par des médecins, il reste un diagnostic clinique. C'est sur des observations du comportement de l'enfant qu'on peut poser le diagnostic définitif de l'autisme. Et malgré cela, il y a toute une batterie de tests qu'il faut passer pour ce qu'on appelle les diagnostics différentiels. Donc ce qui veut dire que les personnes qui détectent le plus quelque chose qui ne va pas chez l'enfant sont les parents. Mais comme les parents ne sont pas spécialistes, ils ont un doute. L'enfant ne babille pas quand il est bébé, il ne joue pas, il ne réagit pas aux réactions au jeu de sa maman, son entourage familial. Et donc il y a des crises pour un oui ou un non, ou alors il va jouer avec certaines jouets de façon complètement anormal, ce qu'on perçoit, ou alors l'enfant ne dort pas, il fait des crises jour et nuit. Donc c'est des choses comme ça que certains psychologues ont des batteries de tests pour voir si l'enfant il a un retard de développement. Ça commence comme ça au départ. Alors que l'autisme, on le diagnostique à partir de 18 mois, ça c'est sûr, au plus tard à 3 ans,
on a le diagnostic réel complet. Le fait qu'on ne diagnostique pas avant 3 ans, là, on est dans un retard de diagnostic. Donc la difficulté, elle est que les professionnels ne sont pas formés. Vous voyez, dans les cursus des formations, même des médecins, il doit y avoir 2 heures à 4 heures sur l'autisme de façon générale. Alors chez les psychologues, encore loin, puisque la vision était dépassée, il faut rappeler que le Maroc, dont sont suivis par rapport à la psychiatrie ou la psychologie, il suivit tout ce qui se passait en France. Et donc la France, elle était profondément psychanalytique et d'une psychiatrie psychanalytique. Parce que moi et l'association, nous avons combattu pendant 10 ans pour que ça change. Mais ce qui a été bénéfique ici, c'est que les médecins se sont rattrapés rapidement. Il y a eu de jeunes médecins psychiatres au Maroc qui sont arrivés. Donc la pédopsychiatrie était née au Maroc. Et ces jeunes-là, aujourd'hui, font des diagnostics précoces. Nous voyons des enfants arriver avec un diagnostic à 2 ans, 2 ans et demi. Ce qui est quand même très bien. Et ça, je le reconnais que cette évolution-là ait lieu dans le cadre des professionnels de la pédopsychiatrie. Est-ce qu'il y a différentes formes d'autisme? J'évite les termes qu'on emploie partout sur Internet. On dit qu'il y a plusieurs autismes, chaque enfant est différent. En fait, il s'agit maintenant, c'est reconnu au niveau international, de troubles du spectre autistique. On parle plus d'autisme, on parle de ces troubles-là, dont l'intensité change d'un enfant à l'autre. Donc c'est la même chose, mais l'intensité est différente. À cela s'ajoutent des comorbidités qui peuvent être associées. Par exemple, vous entendez toujours qu'il y a des autistes génies ou intelligents. En fait, c'est une comorbidité que moi je considère comme une surdouance. Vous avez des personnes surdouées qui ne sont pas autistes. Cette surdouance est associée à l'autisme, et donc ce n'est pas juste de l'autisme qui est intelligent. Oui. Alors, c'est déjà difficile de définir parfois l'autisme. Oui. Que sait-on sur les causes et l'origine de ce trouble, de cette différence? D'abord, faut dire ce qu'il en est. Aujourd'hui, c'est reconnu comme un trouble du spectre. Donc c'est un trouble. On ne peut pas dire le contraire, que lui devienne une différence ou crée une différence ou un handicap, certes, mais c'est d'abord un trouble. Donc ce qu'on sait, c'est que la question était sur l'intensité. Donc ce qu'on sait, c'est que la différence entre les enfants se lie par rapport au comportement qu'on a. Oui. Vous avez des enfants dont on va réduire les symptômes rapidement, dont on va développer le langage rapidement, d'autres non. Et chacun va avoir un rythme selon la prise en charge adaptée. Il faut je parle quand la prise en charge est adaptée, les enfants vont progresser. Il y en a qui vont réussir en 6 mois, d'autres en 1 an, d'autres en 2 ans. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la prise en charge doit être éducative et comportementale, mais structurée sur un processus à long terme. Et c'est ça où la difficulté existe, même pour les parents professionnels avisés, ils ont du mal à tenir la distance dans le processus. Donc, par exemple, quand on parle de prise en charge adaptée, nous avons besoin de professionnels dont la capacité, c'est d'évaluer les compétences et les difficultés de l'enfant et donner des programmes immédiats aux parents, former les parents, les professionnels qui les entourent, pour que ce programme progresse pratiquement hebdomadairement. Il est réétudié pour pouvoir faire évoluer l'enfant selon sa capacité et la capacité de son environnement à répondre à ce besoin. Oui. Alors, M. Segedi, on parle aujourd'hui d'une prévalence de 1 sur 50, c'est énorme, alors qu'il y a quelques années, on parlait d'une prévalence de 1 sur 10 000, puis de 1 sur 1000, 1 sur 100. Est-ce qu'il y a plus d'enfants atteints d'autisme, ou est-ce que c'est juste les techniques de diagnostic qui ont évolué? Alors, il y a la technique de diagnostic qui a évolué, mais ce n'est pas ça seulement la raison, parce qu'il y a plusieurs causes environnementales qu'on n'a pas encore découvertes. Aujourd'hui, au niveau de la recherche internationale, même si elle est d'excellence, on ne connaît que 10% des causes qui sont inscrites sur le domaine génétique ou neurologique. 90% des causes, on ne les connaît pas. C'est pour ça que l'on ne peut pas définir que c'est juste une différence ou un handicap ou une maladie. Nous, quand on en parle comme maladie, on parle de maladie dans le sens médical ou scientifique. Ça veut dire qu'il faut développer la recherche pour découvrir les causes afin de trouver des solutions dans certains domaines par rapport aux symptômes de l'autisme. Et donc les prévalences ont augmenté parce qu'il y a plusieurs formations, plusieurs évolutions. Mais aussi, l'autisme a toujours existé. Sauf que maintenant, il y a beaucoup plus d'autistes qui sont beaucoup plus légèrement affectés par l'autisme. Oui. Et là, on soupçonne l'environnement. Au-delà de ça, il n'y a pas encore de recherche qui est développée sur tout ce qui est physiologique, organique, etc. Oui. Alors, on va parler de cette 15e édition de la Journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme.
qui intervient normalement le 2 avril de chaque année. Et vous avez choisi de la tenir cette année sous le thème d'une éducation inclusive, de qualité pour tous, pour vaincre l'autisme. Alors, quelles sont les nouvelles méthodes? On sait que vaincre l'autisme, bon, je sais que c'est... La formule est utopique, c'est une grande oui, vision. Absolument. Voilà, quelles sont les nouvelles méthodes éducatives qui apportent de bons résultats aujourd'hui dans la prise en charge des personnes autistes? Beaucoup de choses ont évolué depuis une vingtaine, une trentaine d'années. L'ONU, il a promu, non, c'est associé à l'ONU dans le cadre de l'éducation inclusive pour tous, y compris les autistes. Une naissance sur 50, ça fait depuis 2013 que notre association avec son comité scientifique, on l'annonce, oui. Mais ça n'a été reconnu déjà par le gouvernement français parce qu'il y a une cohorte de recherche qui est lancée cette fois-ci à 2% juste il y a un mois. Donc ça veut dire que une naissance sur 50 est en train d'évoluer. On l'a démontré par un livre blanc que nous avons publié avec notre comité scientifique en 2018 qui précise, avec plusieurs études dans les pays développés, une naissance sur 50. Mais là où encore plus de risques, c'est que les femmes ne sont pas très bien diagnostiquées. Et donc on pense, moi je dis toujours que ça va aller vers une naissance sur 30, dans le sens où les femmes ils sont beaucoup plus intelligentes et les critères n'apparaissent pas tout de suite, ils sont souvent diagnostiqués après l'âge de 30 ans, 35 ans, 40 ans, et qui ont été diagnostiqués comme bipolaires, dépressives, etc. Oui. Donc il est clair que la recherche doit être développée dans le monde entier. Mais une naissance sur 50, c'est pas que par le Maroc, c'est des prévalences donc internationales. Le Maroc n'a pas encore fait d'études, la France non plus d'ailleurs, oui. D'études épidémiologiques pour savoir combien on a d'autistes. Mais pour cela, il faut d'abord avoir les capacités de diagnostiquer, oui. De prendre en charge. Maintenant, sur les méthodes de prise en charge, je préfère ne pas parler de méthodes, parler plutôt d'éducation et de traitement des troubles du comportement. Il s'agit de l'analyse appliquée du comportement qu'on appelle ABA, que moi j'ai fait rentrer ici en 2005 et en 2004 en France, qui est une science du comportement. Donc c'est un champ de la psychologie comportementale qui s'enseigne dans toutes les universités du monde, sauf en France et au Maroc d'ailleurs. Et que la France, c'est pour une raison, le Maroc, c'est parce qu'on est encore en retard. La France, c'est une raison pourquoi cette exclusion? Pourquoi est-ce qu'il y a de la résistance de la France et du Maroc? Ce n'est pas le cas. Je pense que le Maroc n'a pas de résistance. Il a une ignorance encore du sujet. La France, elle a une résistance parce qu'il y a la psychanalyse qui a dominé tout le sujet. Et donc, cette chose de la psychologie a une démarche scientifique. En fait, on évalue, on met un programme et on évalue la réussite ou pas et après on réadapte. Et c'est complètement éducatif. Et avec ça, on peut choisir toutes les méthodes par lesquelles il va apprendre, comme tous les enfants ordinaires. Mais au début, cette spécialisation-là, elle est nécessaire. Mais nous la considérons comme un traitement éducatif pour permettre à l'enfant d'intégrer l'école ordinaire, vivre dans sa société, quel que soit son degré d'autisme. Il y a quelques années, M. Sajidi, on avait parlé, vous aviez évoqué, des scientifiques ont été sur des recherches sur un traitement, un médicament diurétique qui pourrait améliorer la concentration des enfants atteints d'autisme. Où en est ce traitement? A-t-il montré ses preuves ou est-ce qu'il est encore en cours d'expérimentation? Parce que c'était une véritable lueur d'espoir pour les parents. Tout à fait. Donc le diurétique a été lancé, cette étude a été lancée par le professeur Ezekiel Benari, qui est un ami, qui est président d'ailleurs dans notre comité scientifique international. Et on a démontré les résultats pendant nos congrès qui sont les nôtres, 2010, 2011, 2012. Et après, le test a été fait dans plusieurs pays européens. En fait, le traitement aidé dans les troubles de la concentration chez les enfants autistes. Mais ce qui était recherché dans l'étude, c'est que ça soit spécifique à l'autisme. Donc ce même scientifique a fait une première découverte mondiale qui était importante, où il voyait que par le manque d'une substance qu'on appelle l'ocytocine, qui est l'hormone de l'amour, qui manque chez la maman pendant l'accouchement, le chlore ne se retirait pas, en fait, ne s'évaporait pas du cerveau. Donc il y avait beaucoup de chlore dans le cerveau. De chlore qui est resté dans le cerveau. Donc là, c'est un résultat concret. Oui. Et on pouvait faire ça si on injectait de l'ocytocine pendant les 24 heures avant l'accouchement, on pouvait améliorer ce fait-là. Sauf qu'on ne peut pas diagnostiquer avant. Donc ça, c'est une connaissance mondiale. D'ailleurs, il était en révolte parce qu'il a fallu qu'il trouve des financements aux États-Unis au lieu de les avoir en France, alors que la découverte est française. Donc ce test-là n'a pas donné des résultats pour qu'il soit spécifique à l'autisme,
mais on continue à faire des études pour ce traitement, pour aider ceux avec qui ça marche pour les troubles de la concentration. Et l'équipe est encore en train de chercher pour améliorer le traitement, en fait, le médicament lui-même, avec des substances pour pouvoir répondre aux besoins. Qu'il est possible, Monsieur Sajidi, de guérir l'autisme, parce que vous parlez de vaincre l'autisme, et il y a un mouvement qui dit non, il ne faut pas parler de guérir l'autisme parce que c'est une différence. Il y a tout un mouvement de personnes même autistes qui ont évolué et tout ça, et qui disent non, on ne veut pas guérir parce qu'on n'est pas malade. C'est une différence. Alors je vais vous répondre. D'abord, de quoi s'agit-il? Personne ne le sait. Ce que je vous dis depuis tout à l'heure, il s'agit d'un trouble. La communauté scientifique internationale parle de trouble du spectre autistique qui est donc extrêmement large. Et ça, déjà, ce qui prouve que c'est encore difficile. Les données de la science, il n'y en a que 10% qui sont connues. Donc, on a 90% qui connaissent. Mais là, je vais vous parler par expertise. On a des autistes de toutes catégories. On a des autistes qui n'ont besoin de rien. On a des cas dans les prises en charge qu'on a faites des enfants au bout de 5 ans, sortis de l'autisme définitivement, et le reste des particularités qui sont autistiques, qu'on sait que ça va rester toute la long de la vie, mais ils sont sortis de l'autisme. J'en ai 3, 5 ans, 5 ans et demi, 6 ans à Future School à Paris, sont sortis sur l'école ordinaire. Il y en a qui sont même premiers de leur classe normale. D'accord? Mais de l'autre côté, j'en ai d'autres qui sont là depuis 12 ans, qui ont atteint 26 ans, 30 ans, et qui sont dans l'autonomie à 90% grâce à ce travail-là, mais ils sont encore autistes. Mais quand on parle de différence, je veux dire, le mouvement qui parle ça, on appelle ça le mouvement de neurodiversité. Oui. J'ai eu des réponses et des combats avec les premiers qui m'ont attaqué, personnellement d'ailleurs, du Canada et des États-Unis, qui sont des Asperger et d'autres personnes qui ont des différences comme ça, comme l'hyperactivité. Oui. J'avais déjà répondu par écrit sur le sujet que la neurodiversité n'existe pas pour nous, parce qu'on est tous neurodiverses, mais dans cette spécificité-là, il s'agit de maladies. Et quand on a une diversité ou une différence, la différence appelle le droit. Nous sommes une association de défense des droits. Et les droits fondamentaux sont non négociables. Donc, ces personnes-là, il veut vivre, il ne veut pas se faire soigner, c'est son droit fondamental. Il peut, mais il n'a pas le droit de dire à la recherche, parce que c'est ça qu'ils font, ne pas dire à la recherche de continuer, ne pas dire aux parents d'aider leur enfant pour les sauver de l'automutilation, de la violence, de l'agressivité, de dégrader leur état de santé, de ne pas se développer, ne serait-ce que par un minimum d'autonomie. Ça, ils n'ont pas le droit. C'est ce que Vaincre l'autisme leur dit. Maintenant, la vision de Vaincre l'autisme, vous savez, l'association s'appelait Léa pour Samy, il n'est pas arrivé comme ça. On a fait beaucoup de travail pour savoir, en fait, si l'on veut faire évoluer les choses sur l'autisme, on a déjà considéré le problème comme un problème de santé. C'est le cas. Ce n'est pas qu'une question de santé. Et donc, il faut développer la recherche pour la solution. Tant qu'on ne détermine pas l'autisme comme une maladie, dans le sens médical et scientifique, pas maladie psychiatrique, et j'insiste, l'autisme n'est pas un trouble psychiatrique ni une maladie psychiatrique. Oui. D'accord ? Mais dans ce cadre-là, donc, on va développer la recherche et on trouver des solutions qui vont aider à soulager les personnes de souffrance et de renversement familial. Parmi justement les solutions et les belles initiatives que vous avez mises en place, il y a la Future School qui existe aussi à Rabat depuis peu. En quoi consiste ce concept? Alors, c'est lié tout ça avec l'expérience par rapport à mon fils et de l'association. J'ai rapatrié des personnes de Suède, Hollande, des États-Unis pour en parler. D'ailleurs, même maintenant, c'est des Canadiens qui supervisent Paris, qui supervisent Rabat. J'ai créé ce concept-là dans le site que j'ai analysé pendant 3 ans avec les équipes qui m'entouraient. Quelles sont les difficultés en France qui ne permettaient pas de faire développer les enfants? Dans le mien, où l'État payait plus de 200 000 € dans un hôpital psychiatrique, il ne faisait que se détruire. Donc il y avait les moyens économiques, il y avait les moyens professionnels, mais il n'y avait pas l'efficacité, il y avait plutôt l'inverse, il y avait la nocivité sur l'état de santé. Donc j'ai analysé tout ça pour créer ce concept-là en prenant l'analyse appliquée du comportement et elle-même on l'a améliorée pour qu'elle soit adaptée au cas par cas. Donc les enfants ne sont pas ensemble, ne travaillent pas ensemble, chacun a un programme individuel dans son milieu ordinaire. Et ce concept-là, donc ça fait 15 ans, avec une démarche scientifique, on l'a réussi, on a fini par l'imposer enfin à l'État français. Donc il est rentré dans le système définitivement depuis 2016. Donc c'est l'État qui le finance pour les familles. Il n'y a que 12 personnes qui sont prises en charge, de 4 ans à 30 ans, et chacun a un programme individuel. Donc déjà, le concept, il est innovant dans le cadre où le manque de compétences, donc on prend des professionnels, on va les former, mais ils sont formés pendant 6 mois pour devenir compétents à un niveau de l'analyse appliquée du comportement, mais ils sont supervisés sur 3 niveaux de façon hebdomadaire. Il y a le psychologue, il y a le superviseur du psychologue, et il y a le superviseur du superviseur qui est lui au Canada, qui est docteur dans la matière, qui supervise. Donc 3 niveaux de supervision pour adapter les programmes des enfants.
Vous voyez ce niveau-là, et il est tout au long de la durée de la vie du travail du contrat. Ça ne s'arrête jamais. C'est-à-dire, même les professionnels, quand ils sont diplômés, ils ont encore besoin d'aide. Pourquoi? Parce que quand on travaille bien avec l'enfant, c'est ça la magie de l'histoire, c'est que ces enfants-là évoluent. Donc, quand ils progressent, les professionnels qui les entourent, même les parents, on devient démunis. On a besoin d'aide. Donc, c'est cette technique qu'on évalue. Et comme vous avez aussi ce qu'on appelle le turnover, des gens qui travaillent, d'autres qui partent, d'autres qui viennent, donc le système, il est structuré pour traiter tout ça. Deuxième chose, il implique à 100% les parents. Nous, on ne prend pas en charge les enfants, les parents ne sont pas impliqués. Donc, parce que les parents doivent non seulement être formé comme un intervenant, il doit être co-auteur du programme éducatif de son enfant et co-intervenant pour l'appliquer à domicile avec la famille qui l'entoure. Et c'est chaque semaine, les parents, ils ont 1 heure de guidance parentale pour laquelle ils sont décideurs, où ils analysent avec le psychologue le travail qui a été fait la semaine d'avant et préparer le programme d'après. Ce programme va aller vers le superviseur de haut niveau qui lui va dire c'est validé à l'enfant et ça respecte les données, etc. Là, je vois que le travail en grande partie est fait par les associations et les parents, mais avec 1 sur 50, c'est un problème de santé publique. Oui. Véritablement. Comment jugez-vous, M. Sajidi, la politique de la santé publique au Maroc dans la prise en charge de cette maladie? Existe-t-il un véritable plan gouvernemental, une stratégie des départements de la santé et de l'éducation? Parce que c'est les premiers concernés. Je sais que vous vivez entre le Maroc et la France et vous êtes déjà très critique vis-à-vis de la politique de la France en matière de traitement, de prise en charge de l'autisme par rapport à d'autres pays voisins comme la Belgique, où beaucoup de parents vont s'exiler ou immigrer pour soigner leurs enfants, ou on ne va pas citer la Suède parce que c'est une autre planète, une autre sphère. C'est une performance. Absolument. Et quelle est la situation de la prise en charge au Maroc? Alors, déjà, faut rappeler que l'association a commencé des actions pour faire bouger le gouvernement. Donc, 2004 à 2009, on a publié le premier rapport sur la situation de l'autisme au Maroc, qui d'ailleurs a un peu secoué le gouvernement à l'époque. C'était Madame Bentou, je me souviens. Et ils ont quand même commencé à réunir, ils ont décidé de commencer à réunir les associations pour mettre en place une stratégie pour la prise en charge de l'autisme. Et c'était un programme de concertation sur 2 ans. On n'a rien vu jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez, je vous parle de 2009. Donc, ce qu'il y a eu déjà en évolution, je veux dire, c'est les formations des professionnels de la médecine, on a vu ça. Et après, on a vu l'évolution des associations qui sont associées entre elles et qui commencent à travailler, certaines avec des ailes du gouvernement, pour mettre des formations de professionnels. Mais au niveau de la prise en charge, il n'y a aucun plan pour l'autisme ou pour lutter contre l'autisme ou pour aider les autistes au Maroc. C'est-à-dire, les prises en charge, le problème majeur, c'est les prises en charge. Quand le diagnostic est là, et c'est le cas maintenant, les parents sont seuls devant le problème. Et là, je parle de parents qui sont aisés, ne savent pas quoi faire. Même s'ils ont les moyens, il n'y a pas de professionnels formés. Donc, si on a une émergence des professionnels, il faut quand même un plan pour l'autisme qui commence par une étude épidémiologique. Il faut savoir combien de personnes pour faire quelle politique on va mettre en place et puis qu'ils mettent des financements pour qu'ils aident les parents, qu'ils aident les professionnels qui vont le prendre en charge. Deuxièmement, il faut quand même qu'il y ait une stratégie législative, déjà une législation qui va structurer ces prises en charge, qui fasse pas que... Je veux voir que le Maroc fasse comme la France, qui a mis des critères de droit où la discrimination, elle est législative. Vous êtes différent, vous passez ailleurs, vous n'avez plus de droit commun. La qualité du Maroc, et j'avais fait déjà évaluer ça en 2009, entre les lois françaises et les lois marocaines sont très puissantes. Si les parents vont devant la justice, normalement, ils doivent gagner quand leur enfant n'est pas pris en charge. Donc, ces lois-là, il faut qu'elles soient appliquées parce qu'ils donnent des moyens, qu'ils permettent aux associations qui sont très actives, les associations de parents. Ici, comme en France, les parents sont très, très militants pour avancer et qu'ils les aident. C'est le rôle de l'État et c'est à la charge de l'État l'éducation des enfants et les soins des enfants. Quand les parents sont motivés, aidons-les un peu parce qu'ils vont faire avancer les choses. Merci beaucoup, Mohamed Sajidi, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes fondateur et président de l'association Vaincre l'autisme. Merci, monsieur. Merci à vous de nous avoir reçus. C'est moi. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Média TV. Très belle soirée.